J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir, la libre chronique du lieutenant Sturm. Alors, j'avais bien quelques sujets en tête pour cette semaine, mais l'arrestation de Salah Abdeslam et les attentats de Bruxelles qui ont suivi ces derniers jours m'ont évidemment invité à prendre ces histoires de terrorisme islamiste pour sujet de ma présente chronique. Et vous me connaissez assez pour vous en douter, je vais aborder cette question sous un angle quelque peu iconoclaste, mais qui, je l'espère, saura vous toucher et en tout cas ne vous sera pas étranger. Sur nos rives, nous sommes encore heureusement épargnés par la compassion xénophile ou le boboïsme béat que l'on voit déjà se dérouler dans les médias. Mais avant de vous livrer mes réflexions non conformes sur le sujet, je voudrais d'emblée écarter de mon propos deux écueils comportementaux que nous pouvons hélas croiser à chaque carnage. Je parle ici du réactionnisme et du syndrome du néo-croisé. Alors, sur le premier, le réactionnisme, je me suis déjà longuement exprimé dans la chronique précédente, qui portait sur les réformes, mais l'analyse s'applique également aux séquences d'attentats. En effet, chaque bombe est l'occasion de voir se dérouler des kilomètres de palabres écœurées sur l'injustice de ce monde, l'inanité des gouvernements, la faiblesse de la démocratie, et patati et patata. Encore une fois, réagir n'est pas agir, et ces atermoiements, faussement ulcérés, cachent mal le fait que chaque attentat remet les commentateurs, les réactionnistes, devant leur non-engagement latent. Partant du vieux principe que ce sont toujours les plus forts en bouche qui ne font rien, la réactionnité aiguë m'apparaît comme la preuve patente et constante qu'un paquet de gens ont encore ou croient encore avoir le loisir de ne rien faire d'autre que de dire « Eh ben voilà, je vous l'avais dit, c'est la faute à bidule, etc. etc. » À cela, j'aimerais tout de suite adresser le conseil suivant. Il existe un paquet d'endroits ou de structures dans lesquels s'activer pour que l'état qu'il dénonce, l'état de fait et de choses qu'il dénonce ne perturbe pas. En gros, moins de mots et plus d'actions. C'est surtout l'autre qui m'intéresse, le syndrome du néo-croisé. Voilà bien un piège récurrent dans lequel tombe une bonne partie des militants et sympathisants de la mouvance nationale. Un piège ? Oui, un piège. Nonobstant le caractère éminemment romantique de la geste guerrière des croisades, l'idée d'aller exploser toute l'engeance musulmane au Moyen-Orient participe, à mes yeux, d'un fantasme qui conduit à des actes, à la Anders Breivik, des actes qui permettent au système de renforcer sa justification de lutte contre les méchants fachos, parce que c'est ça que ça produit, c'est tout. Mais qui sert surtout, ce fantasme qui sert surtout les intérêts de l'oligarchie atlantiste notamment, laquelle depuis Bush père passe son temps à parler, vous le savez, vous l'entendez, de la croisade du bien contre le mal. On a d'ailleurs récemment eu une variante poutinienne tout aussi tactique. J'insiste donc sur le fait de dire que ce syndrome des croisades est pernicieux à plus d'un titre. Il est destiné à nous cohérer au continuum autoritaro-libéral qui se sert du terrorisme islamiste quand il ne le crée pas, comme Israël avec le Hezbollah ou plus récemment l'Occident, États-Unis en tête et Arabie Saoudite en tête avec Al-Qaïda et Daesh, mais aussi parce que ce syndrome du néo-croisé nous coupe d'une vision géopolitique qui est proprement européenne, non alignée si vous préférez, une géopolitique des conflits et des rapports de force, en nous engorgeant dans ceux des superpuissances, qui chacun le sait d'ailleurs, ont de l'Europe et de ses nations l'idée la plus basse et la plus vile. À titre personnel d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je suis contre l'intervention en Syrie, contre une potentielle intervention en Libye. Je crois que le combat, et nous allons le développer dans la suite de l'analyse, n'est pas à mener du côté de la Syrie, mais bien plus du côté de la Courneuve ou de Molenbeek. Enfin, et là aussi j'insiste, ce fantasme du néo-croisé achève, et ça c'est très grave, de mettre l'ensemble des mondes musulmans dans le même panier, celui du djihadiste,
et de nous priver par là, je parle encore des Européens, les autres j'en ai rien à faire, vous le savez, et de nous priver par là des points d'appui essentiels pour de futures et souhaitables politiques de remigration et de coopération en migratoire. Car il existe, et j'ai l'honneur d'en saluer quelques-uns ici sans les nommer pour leur propre sécurité d'ailleurs, il existe, disais-je, des musulmans nombreux qui chez eux luttent également contre cette contrefaçon sectaire de l'islam qu'est le salafo-wahhabisme. La plupart sont d'ailleurs sur nos lignes, vraisemblablement d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont pourchassés et chez eux par les islamistes et par les gouvernants, et qu'ils ne trouvent aucun écho en Europe du côté de nos oligarchies. Les deux écueils comportementaux, réactionnistes et syndrome du néo-croisé, sont donc non seulement improductifs, puisqu'ils ne débouchent sur rien de matériellement ostensible en termes de lutte, mais ils conduisent tous deux finalement à valider les thèses inverses à celles qui devraient être défendues. Tout simplement parce qu'ils conduisent à valider les thèses promues par l'oligarchie. Il faut faire la guerre à la terreur, comme si on pouvait faire la guerre à un mot, la guerre à une peur, la guerre à une idée. Et deuxième thèse que l'on est conduit à défendre malgré soi, quand on est pris par ces syndromes, c'est que l'arabo-musulman djihadiste est l'ennemi numéro 1 sur cette planète. Le fameux barbu, que l'on dénonce, etc., etc. C'est celui-là l'ennemi. Pourquoi ? Parce qu'il a mis en scène toute une fantasmagorie apocalyptique à coups de décapitation, de lapidation, de tortures moyenâgeuses toutes plus abominables et abominablement filmées à la mode Hollywood. Tout ça est destiné à nous frapper, à nous prendre aux tripes et à faire de nous des gens positionnés sur un certain nombre de réflexes de cohérence et de cohésion avec l'Occident et avec sa croisade pour le bien. Alors j'entends déjà les dents grincer et les beuglards se renfrogner. Qu'est-ce qu'il nous fait, le lieutenant Sturm, à se la jouer promuse, encore un qui se prend pour Soral et compagnie, etc. Afin de stopper net, ici, les malentendus, je vous énonce, mais je l'ai déjà énoncé, clairement le principe suivant qui guide mon combat depuis 25 ans. L'Europe est la terre des Européens, qui sont de culture et de tradition gréco-chrétienne. Les quelques minorités européennes converties à l'islam au cours de notre histoire mouvementée ne doivent être maintenues qu'à titre accidentel, et doivent être maintenues, ne sont à regarder qu'à titre accidentel, et doivent être maintenues dans un contingentement non prolifique. En gros, elles devront être résorbées un jour. L'islam, quelle que soit sa forme, et j'ai beaucoup de respect pour les pratiquants quotidiens de leur religion, où qu'ils soient, l'islam est incompatible avec la sensibilité et les religiosités européennes. J'ai bien dit incompatible. L'Europe n'est pas un hall de gare. C'est la terre-mère des Européens de race blanche, de leur génie propre, de leur culture haute, de leur haute culture et de leur histoire. C'est la grande patrie de nos peuples, et elle n'est ni à vendre, ni à prendre. Là, je crois que c'est clair, et vous aurez toujours de ma part ce type de réponse. Ceci dit, je suis au regret de vous dire que je m'assois sur la simplification confrontationnelle entre le blanc et l'arabe, à grands coups de « c'est eux ou c'est nous ». Trop facile, les gars. Trop facile. À Paris, à Molenbeek, comme à Bruxelles, mais antérieurement aussi à Madrid, à Londres et ou ailleurs, il ne faut pas se tromper d'ennemis. C'est trop facile. C'est encore une fois faire le jeu de l'oligarchie. Pourquoi ? Parce que sans nier la menace létale que font peser sur nous les islamistes djihadistes et sur notre quotidien, se focaliser sur eux, et seulement sur eux, c'est oublier, dédouaner et absoudre la fantastique machinerie capitalo-libérale et voire même marxisto-sociale qui a conduit la jeunesse immigrée en Occident à entrer en guerre contre l'Europe et l'Occident. Pour cela, je vous offre un petit détour par une autre jeunesse, la mienne, bonjour, celle d'un Européen assez âgé, et pourtant je ne suis pas vieux, pour avoir été à l'école avec la deuxième génération immigrée, celle des enfants des fameux travailleurs immigrés arrivés dans les années 60. J'ai côtoyé des Maghrébins, depuis l'école communale, en passant par le collège et le lycée. Certes en nombre bien plus restreint qu'aujourd'hui où ils constituent des majorités de classe. C'est aussi le problème. Mais je peux témoigner qu'aucun d'entre eux n'avait un discours islamisant ou un comportement prosélyte, voire revanchiste, à propos d'un passé post-colonial, blablabla, blablabla. Il y avait bien sûr déjà des racailles,
Et ça partait souvent en distribution de patates à la récré, là-dessus pas de souci. Il y avait aussi de jeunes militants communistes, j'en ai croisé parmi eux, et surtout tout un tas de mecs qui vivotaient à peu près dans leur ghetto. D'ailleurs, cette ghettoisation posait déjà de nombreux problèmes et nous avions tous saisi intuitivement que la cohabitation-confrontation avec les populations maghrébines posait la limite physique au discours, d'abord assimilationniste, puis intégrationniste. Pour faire clair, on avait tous saisi et on savait tous que les Maghrébins constituaient une immigration non assimilable. On savait tous que ça ne marcherait pas. C'était évident. Je vous parle là de la fin des années 70, début des années 80. Et là, point d'Allah, pas de barbus ni de femmes voilées. Je dois vous dire que les vieilles Fatma que l'on croisait dans la rue n'étaient pas voilées et les plus jeunes étaient habillés à l'occidental. Alors, que s'est-il donc passé pour que nous ayons aujourd'hui des profils de gamins de 20 ans, racailles au casier judiciaire long comme le bras, qui se radicalisent en quelques mois et finissent par se faire sauter dans un aéroport ou par dessouder une salle de concert? Eh bien, chers auditeurs, je crois que c'est le point le plus important de ce qu'il y a à comprendre des événements des derniers mois. Je parlais tout à l'heure de machinerie, je pourrais tout aussi aisément utiliser le terme d'ingénierie sociale, car ces immigrés, rappelons-le, sont d'ailleurs majoritairement venus, on pourrait même dire d'ailleurs qu'ils ont été importés, par les grands patrons français et européens. Je salue ici d'ailleurs de tout mon mépris le père de l'actuel président du MEDEF, Pierre Gattaz, son père, Yvon, qui a grandement contribué à cette arrivée massive de travailleurs que l'on croyait dociles et peu chers. Car le calcul initial fait par les capitalistes avides était simple. Une main-d'œuvre docile, plus docile que l'ouvrier français syndiqué, et une manœuvre à bas coût. Et ce bas coût entraînait une perspective assez intéressante qui était de maintenir des salaires peu élevés et d'entretenir un chômage résiduel propre à ne pas faire évoluer les salaires à la hausse. Point barre, un horrible calcul de finances et de bénéfices, comme d'habitude. Sur cette effroyable décision capitalistique, aussi dommageable pour les ouvriers français que pour les immigrés, se sont ensuite greffés des actes tout aussi dommageables, des actes humanitaires, entre guillemets, avec les décisions criminelles comme celle de Valéry Giscard d'Estaing sur le regroupement familial, qui a permis de perpétuer, d'institutionnaliser une présence qui devait être à l'origine temporaire. Parce que dans les 30 Glorieuses, l'importation de la manœuvre immigrée ne devait être temporaire que le temps du redressement, 5, 10, 15, 20 ans. Et ensuite, retour au pays. C'est pas du tout ce qui a fini par se passer. Vous ajoutez à cela le discours bisounours d'une gauche qui était déjà démentiellement xénophile, et vous avez la matrice du concept ubuesque d'intégration. Ce concept, complètement infondé et purement idéologique, veut méconnaître dans la plus grande logique marxiste tout ce qui fait la confrontation des peuples. Aucun peuple ne s'assimile, aucun peuple ne s'intègre. Quand deux peuples, A et B, sont en confrontation, A ou B est finalement désintégré, non pas intégré, désintégré, au sens où il est fondu dans le premier. L'histoire européenne, d'ailleurs, est lourde de ces fusions, fondations, disparitions. Je ne crois pas que les Anglais revendiquent leur part normande, et pourtant, Dieu sait si la noblesse normande a contribué à l'édification de la Grande-Bretagne. Bon. Elle s'est fondue, cette noblesse. Elle a complètement... alors évidemment, il reste des noms, des titres, des choses qui nous amusent en termes de noms de famille, etc. Mais la réalité, c'est qu'en face de nous, nous avons des Anglais. Bref, sur cette première vague d'immigration, à fondement économico-financier, va se greffer un discours qui est le discours de l'extrême gauche, le discours post-68 à double détente. Alors celui-là, il est extrêmement dangereux. Il naît dans une période, celle de la période postcoloniale, décolonisation, et la première détente du discours, c'est de dire que les Blancs sont tous de vilains colons ou anciens colons qui ont saccagé le monde. Et que donc les Blancs sont redevables, et que les Blancs sont coupables. De manière d'ailleurs assez indéterminée dans le temps. Ils sont coupables par-delà les générations. Ils ont une tâche indélébile. Ils doivent sangloter pendant des siècles sur leurs horreurs, que ce soit la mise en coupe réglée des ressources des pays anciennement colonisés, ou encore la traite des Noirs, enfin, etc., etc. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Mais il y a une espèce d'entachement ad vitam aeternam du monde blanc. Premier point de ce discours délétère. Second point, il faut accueillir. Et pour accueillir l'autre, il faut effacer le soi, c'est-à-dire effacer la France.
Déjà que cette France est détestée par ces gauchistes de 68 parce que c'est la France de leurs parents, c'est la France de Vichy, c'est la France conservatrice, c'est la France de Gaulle, c'est la France de la paysannerie, c'est la France de l'enracinement, etc. etc. Et nos amis Gogo, qui sont devenus bobos d'ailleurs, nos amis gauchistes, vomissent cette France. Et donc disent et décident d'ailleurs, et on les verra ensuite au gouvernement sous Mitterrand, décident que pour accueillir, il faut détruire. Les mesures les plus emblématiques, c'est Jack Lang, ministre de l'Éducation, qui fait ôter les drapeaux français des écoles publiques. Parce que ça pourrait choquer les néo-arrivants. Il faut se le rappeler, ça. Et ça fait du bien de parler de l'école, parce que la plupart des 68ards vont projeter leur schéma révolutionnaire, insurrectionnel, anti-français à l'intérieur de l'éducation, guillemets ouverts, nationale, fermez les guillemets. Sauf que, et curieusement, par paradoxe, ce double discours va produire des effets inverses à ceux recherchés. Désireux de fonder l'homme nouveau, le citoyen du monde sans attache, globetrotters, post-beatnik, xénophile, pacifiste. Ça, c'est le côté gauchiste. Ou alors désireux de fonder l'homme moderne, le self-made man conquérant. Ça, c'est Dallas, le Dallas du capitalisme international. Mais ce sont les deux mêmes faces ce sont les deux faces de la même pièce. Nos profs, j'ai le souvenir d'ailleurs d'une prof d'histoire, membre du Parti communiste français, qui était délirante à ce sujet, mais aussi nos censeurs, mais aussi nos télévisions, nos énarques, nos patrons, nos syndicats, nos politiques ont tout fait pour couper les Français de souche, qui sont toujours, je le rappelle, ultra-majoritaires dans ce pays, de leur histoire. L'histoire, c'est fasciste. De leur terroir, la campagne c'est ringard, c'est plein de ploucs. De leur fierté nationale, ça aussi c'est fasciste, hormis le football, dans lequel on s'est d'ailleurs empressé d'intégrer toutes les racailles de la planète. Ils ont aussi tout fait, et là la palme revient plutôt au contingent gauchiste de l'éducation nationale, pour implanter dans la tête des petits beurs l'idée que leur peuple avait été victime de la prédation blanche européenne, ce qui n'est pas d'ailleurs totalement faux, historiquement parlant, et que cette faute devait être expiée par une autodestruction de toutes les traditions historiques et populaires françaises. Ils encourageaient d'ailleurs ouvertement, je vous parle de souvenirs vécus en cours, ils excitaient ces minorités pour les faire adopter un discours revanchiste, antinational, de réparation permanente. La réception de ce discours dans une minorité qui était déjà non assimilée, traversée par la crise économique, je vous rappelle, 73, 79, choc pétrolier, chômage de masse, etc. Et déjà en proie, cette minorité, à une délinquance endémique, la réception a été immédiate. Ce discours, d'ailleurs, loin de se contingenter aux banlieues d'Europe, a été répercuté partout dans le monde arabo-musulman par les partis marxistes arabes, arabo-musulmans. Il y en avait un paquet, je vous rappelle, notre ami Yasser Arafat, etc., le FPLP, toutes ces officines politiques, il y en avait un peu partout dans le Maghreb, dans le Moyen-Orient, etc. Nationalisto de gauche, c'est assez compliqué, mais c'est passionnant, vous pouvez vous référer à une quantité d'ouvrages de notre mouvance là-dessus qui sont très intéressants. Le terrorisme des années 70, d'ailleurs 80, le terrorisme palestinien, libyen, libanais, soudanais, n'a aucun ressort religieux, mais des ressorts à la fois nationalitaires et marxistes, très forts. Et ce n'est que l'échec de cette lutte armée, de libération sociale, si vous voulez, et politique, et l'écrasement des forces révolutionnaires par les dictatures en place ou par les régimes autoritaires en place dans les différents pays du Moyen-Orient et du Maghreb, que les militants rescapés sont allés chercher et ont trouvé, certains d'entre eux en tout cas, un recours dans la voie religieuse. On ne compte plus d'ailleurs les anciens militants de l'extrême gauche arabe passés et devenus djihadistes. En Europe, on revient à nos moutons et à notre problématique, le discours victimaire et revanchiste a d'abord produit une caution. Cette caution Robin des Bois qu'on a eu un peu tout le long des années 80-90, qui était la caution à la délinquance systématisée des populations immigrées. Je vole parce que je n'ai pas de boulot et je ne peux pas avoir de boulot, parce que personne m'embauche, parce que je suis un rebeu, parce que je suis un maghrébin, et qu'en face tous les patrons sont racistes. Il n'y a pas de respect, alors je braque parce que comment voulez-vous que je vive, etc., etc., etc. Mais bien sûr que c'est en partie fondé d'ailleurs, mais ça ne légitime rien. Et c'est fondé parce que la population est non assimilable. Et c'est fondé parce que les réflexes primordiaux des peuples, c'est quand même de faire la part première à ceux des leurs et pas non plus à tout le monde. Bref.
Vous connaissez le topo, hein, et d'ailleurs ça aurait pu en rester là, ce qui constituait déjà un immense problème à régler, sans le laxisme sans borne de nos dirigeants, leur incapacité crasse et leur xénophilie galopante, qui ont laissé rentrer au nom des bons sentiments, de je ne sais quel délire d'amour de toute la planète, qui ont laissé rentrer en Europe tous les vétérans déchus des premières luttes djihadistes. Je parle là des retours d'Afghanistan, des gens qui se sont battus en Algérie contre l'armée algérienne, et même de ceux qui ont œuvré au Kosovo, en Bosnie d'ailleurs, avec la bénédiction déjà là de nos amis américains, des services secrets allemands, et dans une certaine mesure des Russes à l'époque sur certains plans, etc., etc. Ces gens formés et déterminés arrivent en Europe dans une société que vous connaissez, relativiste, molle, consommatoire, impuissante, démocrate, capitaliste, libérale mais aussi gauchiste, xénophile, obligatoire, vous n'avez pas le droit de ne pas aimer l'autre. Et face à cette horizontalité hédoniste, individualiste, ils offrent une image d'une certaine verticalité guerrière. Ils reviennent auréolés d'avoir survécu à des combats, mais qui, même s'ils les ont perdus, les ont rendus, aux yeux des jeunes qu'ils côtoient, leur ont donné une image de caïd, de chef. Ils renvoient une image de fierté, de droiture, et cette image vient à merveille boucler le discours dissolvant de nos profs de gauche, là, qui ont répandu la haine des valeurs, la haine des principes pendant 30 ou 40 ans. Finalement, le discours salafiste, il marche sur ce double aspect. Il offre une rédemption et une revanche. C'est assez intéressant. Pratiquement tous les terroristes de ces dernières années sont des délinquants avec des casiers judiciaires énormes. Le djihad leur permet, le djihad mode salafiste, leur permet de se racheter de leur inconduite, de la consommation d'alcool, du deal de drogue, de la prostitution, des violences, etc. Et elle leur offre la possibilité de revanche. Et cette possibilité de revanche, ils la trouvent normale, puisqu'ils ont en eux implanté le logiciel gauchiste victimaire, qui a été travaillé par toute cette frange de cette population qui haïssait la France. Revanche d'ailleurs qui se redouble d'une revanche sociale sur leur délinquance, qui était d'ailleurs un autre moyen d'atteindre le rêve consommatoire capitaliste. Parce que nos petits rebeux des banlieues, on leur avait d'un côté dit mais tout ça est à toi, tu es aussi français que nous, etc. Puis de l'autre côté, on leur avait dit, tu vois, le monde capitaliste, machin, l'économie libérale, ça permet à tout le monde de faire tout. Bon, ils n'ont pas réussi pour X et Y raison. Ils sont donc allés à la vitrine, ils ont braqué la vitrine. Donc finalement, vous savez, c'est le mythe du gangster avec les grosses bagnoles, les gonzesses dans les clips de rap, etc. Cette image transposée de la sous-culture américaine qui a fait merveille, là aussi, pour offrir une espèce de chemin de traverse à toute cette jeunesse délinquante. Bref. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que la revanche proposée et la rédemption proposée l'ont été sur des personnes qui finalement n'ont été martyrs de rien. Parce que si on peut décrier le phénomène de la colonisation, et un débat peut être ouvert là-dessus, on a tous des positions, les jeunes qui ont grandi, qui sont nés en France et qui ont grandi en France, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, j'ai des frissons quand j'énonce tous ces pays colonisés, ont bénéficié des systèmes sociaux, de la largesse de l'école, des vacances payées, du sport gratos, des tickets de conso, etc., de machin, même d'une justice clémente et de prisons 10 fois plus équipées que celles des pays d'origine de leurs parents. Eh bien tout cela, paradoxalement, n'a fait que grimper leur haine, n'a fait que grimper leur niveau de haine. Pourquoi le salafisme en France progresse si vite ? Les chiffres ministère de l'Intérieur, je ne les invente pas, parlent d'une centaine de mosquées, parle de 15 000 pratiquants aujourd'hui au lieu de 5 000 en 2010, et surtout parle d'un tiers de convertis. Alors principalement, ce sont des gens afro-maghrébins, mais on a aussi un tiers de convertis dans les pratiquants du salafisme. Pourquoi ils progressent si vite ? Eh bien, justement parce que, et ça c'est aussi un autre effet paradoxe, c'est que la destruction de l'identité française, la xénophilie, la détestation du passé, de l'histoire, ont produit, justement pour réussir l'intégration par le vide, on produit la haine de soi jusque chez les petits blancs des cités qui côtoyaient les Maghrébins. Et ils ont vidé de leur substance ethnoculturelle ces petits blancs qui sont allés chercher ailleurs une identité de substitution.
Alors, elle s'est faite dans le rap, elle s'est faite dans le rock, et puis ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Elle se fait dans le modèle dominant, hein. Après les Américains, on va vers les djihadistes. Alors, bien sûr, les plus riches d'entre eux, et je parle là des petits blancs des beaux quartiers, deviennent américains par le haut, comme le fils Sarkozy, hein, qui est dans un collège aux États-Unis. Eux, ils deviennent américains parce qu'ils vont servir à la méga machine. Les plus pauvres, eux, écoutez, ils passent par le djihadisme ou ils se métissent. Hein, c'est l'autre grande maladie de l'intégration. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des peuples A et B, la disparition du peuple d'un des deux. Alors, au bilan de tout ça, pas d'homme nouveau au sens de 1789, hein, de la révolution marxiste ou de 68, mais autant de gens qui passent à l'ennemi, d'une manière ou d'une autre. En définitive d'ailleurs, et c'est une petite boutade que je fais, mais les médias n'ont pas tellement tort de parler de Français et de Belges quand ils parlent des auteurs des attentats. Hein. Puisque, en fait, ces gens immigrés ou convertis sont le résultat de ce que les oligarchies ont fait de la Belgique et de la France, c'est-à-dire des incubateurs à vide et des incubateurs à horreur. Car tous ces jeunes immigrés, je le disais tout à l'heure, n'ont jamais été victimes de quoi que ce soit. Ils sont juste le vide haineux que l'on a créé en eux. Et ce vide haineux s'est retourné contre ceux qui pensaient les changer. À ce titre, il est intéressant d'ailleurs de noter que tous les terroristes, tous ces djihadistes, cherchent à tuer des gens et pas à déstabiliser des États. J'ai déjà parlé de paléoterrorisme à leur endroit, mais leur haine est physique. Hein, ils voient probablement le système, mais leur haine est d'abord physique. Il faut faire payer par le sang, par l'effroi, par la terreur. Ils veulent terroriser plus que détruire finalement. Hein, alors que bien placés, les mêmes explosifs de Bruxelles sur une centrale nucléaire ou sur des points névralgiques de communication, de nœuds communicationnels, ferroviaires, aériens, ferait bien plus de dégâts. Voilà, bien plus de dégâts en termes organisationnels, mettrait à mal un système et sa logique. Mais on est là finalement dans de parfaits alliés du système. Monstrueux, certes, instables, mais alliés. En définitive, et c'est là ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas se tromper d'ennemi, il est ici moins question de religion. Bien sûr qu'elle est là, après il y a une espèce de compétition, mais il est moins question de religion que de la rencontre de tous ces différents courants gauchistes, tiers-mondistes qui ont produit une nouvelle métastase de la modernité, des gens vides qui s'incarnent aujourd'hui dans l'islamo-racaille, si vous voulez. Parce que, rappelons-nous, il y a quand même 1,50 milliard de musulmans, ils passent pas leur temps à nous attaquer tous les matins, voilà, faut quand même le reconnaître. Le salafisme, lui, est un phénomène ancien aussi, hein, peu de gens le savent. C'est un vieux courant qui existe depuis le XVIIIe siècle. Et je l'appelle salafo-wahhabisme parce qu'il a donné aussi le wahhabisme. Wahhabisme qui est le courant de l'islam du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Ne l'oublions pas. Hein, c'est la version en riche du salafiste. Hein. Le salafiste, c'est le pauvre, le wahhabite, c'est le riche. L'un donnant de l'argent à l'autre et jouant avec ses marionnettes salafistes. En fait, ce salafisme est un enrobage qui sert à déverser toute une haine qui a été implantée depuis 40 ans dans toutes les consciences, immigrées et même parfois de souche et donc converties, des consciences qui étaient déjà malades du capital et à qui on a tordu l'esprit jusqu'à les rendre malades de tout finalement. Ne nous y trompons pas, ne vous y trompez pas. Ces attentats d'ailleurs nourrissent les troupes djihadistes. Hein. La presse bisounours a versé sa petite larme patriotique, d'ailleurs de circonstance et à usage unique, en produisant pendant quelques mois après les attentats de Paris, hein, en novembre, quelques semaines plutôt, parce que quelques mois, faut pas abuser. Il y a quand même la Nouvelle Star et The Island, je sais plus combien. Enfin bref, en produisant moult reportages sur tous ces jeunes Français qui rentraient dans l'armée, dans la police, dans les pompiers, par patriotisme, pour défendre la France, etc. Très bien, hein, superbe. Mais très peu de médias ont osé parler de chiffres pourtant évoqués par le ministère de l'Intérieur, encore lui, de l'explosion des conversions après les attentats. Cette hausse des conversions, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont exposée. Et pourtant, elle est bien réelle. Ça veut dire que la terreur séduit. Elle séduit parce qu'en face, il n'y a rien. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de droiture, il n'y a pas d'esprit de combat, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien du tout. Et vous les voyez à la télévision que des pleureuses cyniques
parce qu'elles font semblant de pleurer en entretenant en permanence cette xénophilie, en entretenant en permanence les portes ouvertes pour que le bateau coule. Alors vous allez me dire que je vais bien loin dans mes analyses et que cela ne règle rien. Bah si, moi je crois que ça règle quelque chose. Parce qu'une fois qu'on a posé cette réflexion, on ne peut plus croire en l'autonomie de l'islam en Europe et à sa progression par elle-même et par ses propres moteurs. L'islam, elle se nourrit, l'islam radical, et même le reste d'ailleurs, se nourrit des largesses de tous les collabos de l'oligarchie, de l'angélisme béat de tous les associatifs, du vide culturel et historique créé par les éducateurs, du cynisme des capitalistes. Je vous rappelle quand même que les 2 millions d'immigrés qui viennent de rentrer en 16 mois l'ont été par la pression du grand patronat européen qui veut de nouveau de la main-d'œuvre pour faire tourner ses usines. Point barre. Et enfin, l'islam se nourrit d'un effondrement guerrier extraordinaire dans l'âme des peuples européens qui en résulte. L'armée, mais les armées européennes, déjà elles ont toutes une 5e colonne, beaucoup de militaires pourraient témoigner de cette problématique dramatique de l'ethnicisation des rapports à l'intérieur des forces armées françaises ou autres. Et puis ensuite, en dehors de cette 5e colonne, elles ont des budgets qui ressemblent de plus en plus à celui d'un club de foot de division d'honneur, pour des armées de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, quand on ne réduit pas tout simplement leur capacité à de moitié en supprimant régiments, bases aériennes, matériel. Bref, vous le savez, on en a déjà parlé. Alors oui, il faut lutter contre les salafistes, le salafo-wahhabisme, il faut en parler, il faut expliquer qui sont ces gens, mais il faut surtout dénoncer la matrice qui est l'immigration, la matrice initiale qui est l'immigration, et toutes les motivations qui ont fondé cette matrice, à savoir d'une part une xénophilie effroyable de la part du gauchisme, et d'autre part un cynisme effroyable de la part du patronat et du grand patronat en particulier pour une main-d'œuvre docile et capacitaire. Notre ennemi juré, ça reste et ça doit rester la droite et la gauche du capital qui alimente sans arrêt le phénomène. J'ai encore découvert il y a très peu de temps l'article 6 de la loi El Khomri qui retourne finalement la problématique de la laïcité dans les entreprises privées en donnant finalement charge à l'entreprise de régler les problèmes de signes religieux. En gros, vous avez le droit de porter n'importe quel signe religieux pourvu que ça n'empiète pas sur les autres et que ça ne gêne pas la bonne marche de l'entreprise. Bref, c'est exactement l'inverse de ce qui est produit initialement, à savoir que tout le monde va vouloir porter quelque chose et va pouvoir le porter, et ça va être à l'entrepreneur qui a déjà assez de problèmes en période de crise économique de régler ces affaires-là. C'est un encouragement perpétuel. Tout comme les créneaux réservés pour les femmes musulmanes dans les piscines, tout comme la disparition du sapin de Noël, tout comme les baissages de culottes dans les restaurations rapides, etc., le halal partout, tout ça est un phénomène d'encouragement perpétuel par le système du capital et par l'horizontalisme socialo-gauchiste. Si les attentats sont possibles aujourd'hui, c'est d'abord parce que des pans entiers de nos territoires européens échappent au contrôle policier. Un témoin résident à Molenbeek, qui est sûrement un musulman, disait d'ailleurs dans une interview que, en gros, sans aide et sans appui, personne ne pouvait survivre plus de 2 heures à une capture policière dans le quartier de Molenbeek. Il y restait 4 mois, Salah Abdeslam. Et vous avez tous vu ces images où quand les policiers belges et gendarmes belges viennent arrêter Abdeslam et tout le reste, c'est caillassage, c'est hurlements, c'est attroupement, c'est prise de contrôle en fait. Voilà. Et si les mosquées se construisent, puisqu'on parle de 2500, 1500 mosquées, etc., c'est d'abord parce que des maires délivrent des permis de construire, des préfets autorisent la construction, des banquiers font les prêts, des architectes font les plans, et blablabla, des ouvriers travaillent dessus avec des entreprises, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des entreprises maghrébines ou arabo-musulmanes. C'est à cause de ces armées de collabos pour l'argent, pour l'amour de l'autre, enfin tout ce que vous voulez. En définitive,
Je crois que les djihadistes ne sont que les enfants haineux du capitalisme et du capitalo-libéralisme. Ils l'ont trop aimé, ils l'ont trop voulu, ils ne l'ont pas obtenu, ils veulent maintenant le détruire, mais en réalité, leur logiciel sacrificiel ne fait que servir le capital. L'immigration est la matrice originelle de tout ce désordre et du péril mortel que court l'Europe. Elle est aussi une source constante de déséquilibre pour les pays émetteurs d'immigration. On en parle moins, mais tous les gens qui voient partir leurs médecins, leurs ingénieurs, leurs informaticiens pour les hindous, etc., ils font grise mine dans les pays de départ d'immigration. Hein. Regardez de temps en temps la presse étrangère en Afrique du Nord ou en Inde. Voilà, les gens disent mais c'est pas possible, on donne le meilleur de ce qu'on a, qui fuit, etc., etc. Pourquoi ? Pour l'argent. Pour l'argent, c'est toujours pour ça. Hein. Et l'argent sert aussi à nous détruire, nous, parce que, et on revient toujours à notre problématique, des nations ethniquement homogènes, des nations fondées sur la communauté, l'entraide, fondées sur la solidarité nationale et européenne, sont des nations qui consomment moins. Un homme heureux consomme peu. Un homme dans sa communauté consomme moins. Hein. L'objectif, c'est aussi de nous dessouder et de nous dissoudre dans un magma métis, de toutes les formes du métissage économique, ethnique, tout ce que vous voulez, afin de nous tenir. Ne l'oublions pas, amis pirates, n'oublions pas qui sont nos ennemis là-dessus. Alors, certains d'entre vous, par mail, m'ont dit qu'est-ce qui va se passer, hein. Alors, scénario rêvé, bien sûr, remigration totale, mais je crois que là, on n'en est pas encore tout près. On ne sait pas, hein, il y a des facteurs d'accélération dans l'histoire. Je suis là-dessus un disciple de Dominique Vénère, hein. L'inconnu en histoire et l'imprévu sont quand même des choses qui ne cessent de fonctionner et ne cessent de nous surprendre. Maintenant, moi, j'ai quand même un tempérament un peu plus circonspect et j'imagine que on devra peut-être en passer par des dizaines de Kosovo avec probablement des frottements et voire des luttes armées, etc., etc. Quoi qu'il en soit, si contre les chacals il faut des loups, et j'aime bien cette phrase, soyons les loups qui mordent avec toute la mâchoire, c'est-à-dire pas seulement celle de la dénonciation, de la réaction ou de l'émotion, soyons aussi des loups qui mordent loin et profond dans l'ennemi, c'est-à-dire jusqu'à ceux qui profitent financièrement de tout ça et ceux qui haïssent tellement ce que nous sommes qu'ils sont contents de voir tout ça se dissoudre. C'était la réflexion que je voulais vous soumettre, elle était un peu longue mais à circonstances exceptionnelles, chronique un peu exceptionnel. Je ne vous dis pas au prochain attentat, je suis sûr qu'il y en aura d'autres, on va essayer de parler d'autres choses entre-temps. Quoi qu'il en soit, à la semaine prochaine, soyez vigilants, soyez mordants, soyez âpres et ne vous trompez pas d'ennemis. Bonsoir.